Vous êtes sur El Mararibia, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope avec mes invités. Dans quelques instants, nous allons revenir sur l'actualité. Comme chaque soir, on a une forte pensée au peuple algérien, à toutes ces familles, ces victimes de la Covid-19, ces victimes des incendies, leurs familles bien évidemment, je le dis chaque soir, mais qui vivent actuellement des moments très difficiles, très douloureux et qui vont garder pendant plusieurs décennies et plusieurs générations des souvenirs tragiques. On a une pensée pour cette jeunesse, ces enfants qui psychologiquement sont aussi très touchés. On essaiera dans les jours à venir justement de consacrer une émission autour de cette thématique, comment essayer et tenter d'apporter des réponses, notamment psychologiques, pour essayer de soutenir tant bien que mal et d'aider les familles qui ont vécu ces moments difficiles. Les chiffres, nous ne les avons pas encore, mais autour de ces incendies, on compte près de 150, 160, certains parlent de 190 personnes qui sont donc décédées avec ces incendies maintenant qui ont ravagé le nord du pays, énormément la Kabylie, notamment depuis le 9 août, il y a à peine 24 heures où les derniers feux ont cessé de brûler. Nourrissons, bébés, jeunes, enfants, des grands-pères, des grands-mères, des femmes et des hommes ont perdu la vie. On leur rendra hommage dans quelques instants, bien évidemment. L'Algérie, elle est toujours unie, toujours en solidarité. Je vais vous proposer de regarder ces trois portraits. Vous allez voir qu'est-ce que réellement l'unité nationale, c'est celle de la solidarité effective et spontanée qui se construit sur le terrain chaque jour par le peuple. Trois figures. L'un, il est là, il est présent à l'écran, de Méliana, venu en Kabylie pour éteindre les feux, mais assassiné par la furie et l'ignorance, certainement. Vérité et justice et paix à son âme. L'autre, il est d'Arvou, en Kabylie, c'est le patron de la Soumam. Il a sauvé des vies d'une mort certaine et a aidé plusieurs wilayas avec des générateurs d'oxygène. Et puis le troisième, il s'appelle Karmit Mabrouk. Il avait 23 ans. Il est de Ouadsouf. Il a donné sa vie pour sauver des milliers de villageois face aux incendies. Paix à son âme. Voilà, l'unité nationale est dans le peuple, loin de la haine, des réseaux sociaux et des politiques. Voici des symboles parmi tant d'autres qui incarnent cette unité nationale en Algérie. L'actualité, c'est aussi le Haut Conseil de sécurité consacré à l'évaluation de la situation générale dans le pays suite aux récents événements, notamment la Covid-19 et les incendies. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État, notamment hier. Je cite, il a donné des instructions à tous les secteurs pour le suivi de l'évaluation des pertes et la prise en charge des sinistrés du fait des incendies où l'implication des deux mouvements terroristes MAC et Rachad a été établie tout autant que leur implication dans l'assassinat du défunt Jamel Ben Smaïn, l'APS qui diffuse ce résumé. On en parle aussi avec nos invités ce soir. Le Conseil de sécurité a décidé, outre la prise en charge des blessés, d'intensifier les efforts des services de sécurité pour l'arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à, et ça fait polémique, jusqu'à leur éradication totale, notamment le MAC, qui reçoit le soutien et l'aide de partis étrangers, en tête desquels le Maroc et l'entité sioniste. Fin de citation. On va en parler, bien évidemment, ce soir avec nos invités. La Ligue algérienne des droits de l'homme qui évoque là ici une chasse à l'homme. Je cite donc le patron de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Arrestation de toutes les personnes affiliées aux deux organisations MAC et Rachad jusqu'à leur éradication. Nous évoquons ici une chasse à l'homme et nous exprimons une profonde inquiétude quant aux conséquences de ces choix sur la situation des droits de la personne humaine. La Ligue algérienne des droits de l'homme et puis le peuple algérien en général et beaucoup sur les réseaux sociaux, des militants, des responsables qui remettent en cause notamment cette enquête autour de cet assassinat, autour de ce crime, puisque rapidement 61 suspects ont été arrêtés, rapidement devant les caméras ils ont été entendus, rapidement ils sont affiliés au MAC, en tout cas on les a entendus et c'est ce qu'aujourd'hui donc dit clairement les autorités politiques que ces crimes sont affiliés notamment entre autres au MAC. Donc question qui se pose, comment le pouvoir a-t-il réussi à avoir des preuves, a-t-il réussi de pouvoir donner de tels verdicts
et où en est l'enquête, où en est pardon, la présomption d'innocence et l'instruction judiciaire ou encore le secret de l'enquête, puisque tout ça, ça s'est fait rapidement, en grande pompe, comme je le dis souvent, devant les caméras de télévision et sur les réseaux sociaux. Rendons hommage maintenant à ces victimes qui ont perdu la vie dans le cadre de ces incendies. Il y a ici quelques portraits. Bien sûr, nous ne les avons pas tous, nous essayons chaque jour d'en rajouter quelques-uns. On a une pensée pour eux et pour leur famille.
De retour sur le plateau de Microscoop. Si vous venez nous rejoindre, il est 18h43 en Algérie, 19h43 en France. Le titre de l'émission, Algérie 2. Uni, le peuple poursuit son chemin de liberté. Justement, on va essayer de comprendre pourquoi d'un côté on a un État, des autorités politiques qui aujourd'hui se préoccupe énormément de cette affaire affichée au sein des médias, avec notamment la remise en cause et même l'affirmation de liens réels avec le MAC ou encore Rachad. Et puis d'un côté aussi un peuple qui est là, un peuple qui a toujours les mêmes revendications, qui veut un changement de système, et un peuple qui est en train déjà d'anticiper comment va-t-il préparer la rentrée, notamment la rentrée scolaire, mais aussi la crise sociale, la Covid qui n'est pas terminée. Et on reviendra aussi sur les annonces hier du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, qui lui a d'ores et déjà annoncé que ces élections vont bon train. Elle verra l'élection d'assemblée communale et de wilaya à même d'accompagner la cadence de développement qui sont donc prévues normalement pour le mois de novembre, c'est-à-dire demain, puisque ça arrive très vite. Sur le plateau, pour en parler, messieurs Mohamed Ben Aïssa. Bonsoir Mohamed Ben Aïssa, militant politique. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Saïd Aknin, bonsoir, militant des droits de l'homme, militant politique, hirakiste aussi. Merci beaucoup Chaban. Merci, c'est moi qui vous remercie. Il était avec nous, je voulais vraiment lui redonner la parole ce soir. Universitaire, journaliste, auteur, Aziz Mouatz, bonsoir. Bonsoir. Aziz Mouatz, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Merci d'être avec nous, universitaire, journaliste, auteur. Aziz Mouatz, vous étiez avec nous hier, donc je ne vais pas vous garder toute l'émission, mais je voulais vraiment aussi vous réavoir et vous donner la proposition, quelque part aussi, de réapporter des éléments et peut-être de répondre si le terme vous va. Il y a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, sur les réactions par rapport un peu à votre vision, votre analyse hier, notamment autour de la gestion ces feux par les autorités politiques, par l'État, puisque voilà, vous disiez clairement que les Canadaires n'étaient pas utiles. Vous exprimiez aussi en disant que l'État, c'est aussi le peuple et c'est au peuple de se prendre en charge, notamment sur cette région, sur les différents wilayas, notamment dans le cas de tragédies. Et puis aussi, voilà, vous disiez clairement, et c'est votre choix, mais je voulais vraiment aussi vous redonner la parole pour apporter des éclaircissements, notamment au niveau des élections. Vous dites clairement, aujourd'hui, il faut se présenter, il faut qu'il y ait des militants, des élus politiques, et surtout, il faut aller voter quand on sait qu'en Algérie tout de même, mais vous allez réagir, il est tout de même très difficile de se présenter, d'aller voter, parce que les Algériens et les Algériennes aujourd'hui ne croient plus en ce système d'élection notamment. Oui, mais ça, je le dis et je le répète, c'est aussi le rôle de l'élite. Or, l'élite, elle est complètement absente. Elle est absente du débat. Personne ne veut s'avancer. Tout le monde dit, bon, ça fait 50 ans qu'on est là, le système est là. Mais on n'a jamais rien fait pour aller s'introduire à l'intérieur du système. Et les élections, à mon sens, surtout en Kabylie, franchement, surtout en Kabylie. On a démontré en Kabylie que des partis locaux qui avaient une volonté, certes, de devenir nationaux, comme le FFS et le RCD, pour ne citer que ces deux-là, quand ils se présentaient, ils avaient la gestion des APC, des APE, on ne peut pas le nier. Je ne vois pas pourquoi maintenant on fait marche arrière. À la dernière législature, ces deux partis avaient des élus. Le FFS avait même un groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Et aux dernières élections, ils ne se sont pas présentés. Le résultat, c'est quoi? On a eu des élus qui ont eu leur siège avec 50, 60, 100 voix. C'est absolument ridicule. Comme l'élu est un élu national, eh bien, l'Assemblée va se réunir et ils vont légiférer avec des gens qui ont été élus par 50 voix ou 60 voix. C'est lamentable, alors qu'on aurait pu présenter d'autres candidats, notamment dans ces régions-là. Mais je le dis aussi pour toute l'Algérie, il est grand temps que ceux qui prétendent faire de la politique, moi j'en fais pas, s'avancent et aillent vraiment affronter les urnes. Et il faut bien que ça commence un jour. Ils finiront par obtenir gain de cause. Moi, j'en suis convaincu.
C'est un peu ma note d'espoir. Aziz Moad, est-ce que vous pensez que le nouveau Parlement élu le 12 juin dernier, est-ce qu'aujourd'hui il a réellement son mot à dire, il a réellement sa voix, il représente donc ceux qui ont voté pour lui, malgré qu'on connaît voilà, le boycott et l'abstention générale qui a eu lieu, mais bon, on ne va pas y revenir, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'élu, il a vraiment sa place quand il est élu, on va employer ce terme-là sur les dernières élections du 12 juin, par exemple, est-ce que pour vous, ce Parlement va servir vraiment à cette nouvelle Algérie dont parle le chef de l'État? Je ne le pense pas parce qu'ils ont été mal élus. Donc, étant mal élus, forcément, il n'y a pas eu d'écrémage, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'adversaire. Donc, forcément, on n'a pas élu des gens qui, je le dis comme ça, parce qu'il y a peut-être quelques personnalités qui pourraient émerger, je n'en sais rien, je ne les ai pas vues à l'épreuve. Mais je dis que, encore une fois, le fait que nous soyons mis en retrait de ces élections, eh bien, on a laissé la place à des médiocres, tout simplement. Et on en paiera les conséquences, hein, on le verra. Mais on a vu pour les différentes élections tout de même qu'il y a eu un rejet, un boycott. C'est le peuple, notamment à l'époque. Vous conviendrez, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, il y en a beaucoup moins. Mais à l'époque, notamment dans le cadre des présidentielles, dans le cadre du référendum du 1er novembre, on a vu quand même un peuple algérien qui rejetait totalement ce référendum, qui rejetait ces élections. On a senti tout de même, et on le voit sur les 3 dernières échéances de scrutin, qu'il y a un boycott. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Algériens n'ont plus confiance en la politique. Ils veulent une autre ANI, une autre agence qui gère ces élections. Ils n'y croient plus. Donc, il se dit peut-être, c'est une question, mais il se dit peut-être que si je vais me présenter d'abord, j'aurai pas mon mot à dire, et peut-être que si je me présente ou je tente de me présenter, je peux me retrouver en prison comme Karim Tabou ou comme Ali Rediri, par exemple, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on ne se présente pas et quand on laisse la place vide, elle est fatalement occupée par quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un choix qu'on fait. Il est évident que depuis 40 ou 50 ans, les élections n'ont jamais été des élections où on a vu un réel taux de participation. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai fait des couvertures, je peux vous rassurer, même au temps où le système était au sommet de sa gloire sous le règne de Bouteflika, on a eu 15, 20%, 25% de taux de participation. Il y a un désintéressement total de la population. Mais pour quelle raison, pour quelle raison selon vous? Il y a une perte de confiance, c'est une évidence. Oui. Il y a une totale perte de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une évidence. Mais qui va les mobiliser? Est-ce que c'est aux gouvernants de venir solliciter les gens? Il est évident que les gens ne vont pas marcher. Il faut bien trouver une tierce personne, une autre partie qui va demander au peuple de se mobiliser. Cette partie, à mon sens, c'est l'élite politique. Or, on a tout fait pour détruire justement les partis politiques et le résultat des dernières élections est justement la déliquescence de la classe politique. Même sur les événements qu'on vient de vivre en Kabylie, quels sont les partis politiques qui ont pris position, qui ont pris la parole, qui ont dit quelque chose? Rien, zéro. Enfin, en tout cas, certains ont tenté tout de même, et parfois c'est pas évident puisqu'on se retrouve, enfin c'est une réalité, parfois on se retrouve derrière les barreaux, on est accusé, on veut manifester, c'est arrivé, ce sont des constats qu'on fait nous les journalistes, on manifeste, on est arrêté, parfois on dit des mots sur Facebook, on est aussi intimidé ou arrêté. C'est pas non plus facile pour le peuple algérien peut-être de se manifester, et puis aussi aujourd'hui d'avoir une confiance et de se dire ma voix va compter. Avant encore quelques petites minutes avec vous, l'actualité malheureuse, la tragédie, c'est les incendies. Et c'est vrai qu'on a eu des retours, notamment moi, comme quoi les gens n'ont pas compris lorsque vous dites que les Canadair ne servent à rien. Alors j'annonce quand même que le chef de l'État a annoncé l'acquisition. Peut-être qu'il nous a entendu, ah ben non, puisque l'émission n'avait pas encore eu lieu, l'acquisition de 6 avions qui pourront être donc achetés par l'Algérie pour les saisons à venir. Alors vous, effectivement, vous êtes exprimé par rapport à ça. Et puis, quelque part, indirectement, certains ont été blessés, meurtris, parce qu'il y a des
des vies qui sont parties, des âmes aujourd'hui déchirées. Et ils ont un peu compris que, voilà, vous disiez quelque part que le peuple aussi était responsable de la gestion, alors qu'on sait que tout de même que, voilà, qu'on a eu un ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé rapidement. On a un chef de l'État qui, dans les minutes derrière, n'a pas pris la parole rapidement, qu'on aurait pu trouver aussi sur d'autres pays. Il n'y a pas de Canadair. Enfin, il y a quand même la Covid. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on a vu un peu l'état des lieux en Algérie. Voilà, le peuple, en tout cas, s'est senti un peu heurté sur les quelques retours, bien sûr, hein, pas tous. Donc, je voulais vraiment peut-être que vous apportiez voilà, un élément de réponse ou un éclaircissement là-dessus. Moi, je vais aller droit au but parce qu'on me fait aussi des reproches sur la toile, beaucoup, parfois sous anonymat. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Oui, non, mais ça ne me dérange pas du tout parce que moi, dans mon rôle de technicien et d'observateur, il est dans mon rôle de rester dans ce rôle-là et de ne pas en sortir. Parce que si je rentre dans l'arène, ça ne sert à rien du tout. Et l'arène, la mienne, c'est le technique. Est-ce qu'on a vu les accidents de la route diminuer parce qu'on a augmenté le nombre d'ambulances? Jamais. L'utilisation des Canadair, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. L'utilisation des Canadair, si elle n'intervient pas dans les 5 minutes qui suivent le départ du feu, ça ne sert à rien. Mais ça n'aurait pas limité les dégâts? Ça n'aurait pas limité? Jamais. Jamais. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un peu plus d'ambulances, un peu plus de pompiers, etc. D'abord pour apaiser les âmes et pour donner un peu plus de sécurité? Oui, pour apaiser les âmes, on vient de prendre commande de 6 gros hydravions de marque soviétique, russe, pardon. Je trouve que la formule est très bonne parce qu'ils peuvent servir à autre chose. Parce que sinon, un Canadair qui ne décolle pas dans les 10 minutes qui suivent le déclenchement, il faut qu'il trouve l'eau, il faut que le pilote il soit H24 là, mobilisé et tout. Ça prend un temps fou et dans aucun incendie au monde. Mais vraiment, excusez-moi Aziz Mouad, je ne vous comprends pas. Les Canadair français sont arrivés vendredi, ils ont fait plus de 160 allers-retours dans la journée. Si l'Algérie avait eu, excusez-moi juste là-dessus parce on a un peu de temps, mais ce soir j'ai que 2 invités sur le plateau, donc c'est bien. Si l'Algérie avait eu 2 Canadair qui auraient pu être rapidement dépêchés le lundi soir, ça aurait limité les dégâts tout de même sur le mardi, sur le mercredi, sur le jeudi, sur le vendredi. Ça aurait limité les dégâts. On est à peine à 20 km ou 30 km de la mer. Enfin, ça aurait quand même limité les dégâts, je pense. Ça aurait soutenu aussi peut-être ce peuple que vous connaissez très bien. C'est un peuple qui a tout de même utilisé des pelles, qui a utilisé des bidons et qui a utilisé des branchages pour éteindre le feu. Ça l'aurait aidé, ce peuple, d'avoir des Canadair tout de même. Oui, certainement. Mais ce qui est important, si on veut limiter la casse au niveau des incendies, c'est d'arrêter le feu au moment où il démarre. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas faire de la lutte contre les incendies. On ne peut pas le faire. Aucun pays ne peut le faire. Il faut détecter tout de suite, rapidement et agir rapidement. Pour ça, je vais vous donner des propositions très concrètes. Si on crée des brigades, là où il y a de la forêt, si on crée des brigades légères avec des pick-up, avec 500 ou 1000 litres d'eau pendant les 3 mois de l'été, est-ce que vous pensez que c'est très lourd? On peut équiper tout le nord de l'Algérie à l'équivalent de 2 Canadair. Et c'est possible. Les équipes, mettre les gens tous les 5 km, vous mettez un véhicule qui est là avec son camping-car et qui a l'eau et qui a l'alimentation et qui surveille. Et dès qu'il y a un départ de feu, on intervient tout de suite dessus, ça créera de l'emploi pour tout le monde et ça fera travailler tout le monde et croyez-moi, ça limitera les incendies. Or, les forêts, dès l'été, sont abandonnées avec tout ce qu'il y a comme détritus, avec les bouteilles de bière, avec la chaleur, avec l'environnement. Eh bien, on a eu ces malheureux départs. Moi, je le déplore et je le regrette. Je ne dis pas ça parce que je sais que si le feu est parti, c'est trop tard, on ne peut rien faire, même pas avec un Canadair. Voilà. Et c'est possible ce dispositif, alors je vois ce dont vous parlez effectivement, puisqu'il y a toutes les villes, notamment en France ou certains pays d'Occident, il y a tout un dispositif, il y a des casernes, il y a des points d'eau, on a vu hier matin dans le Var, ça a brûlé, on a 10 000 personnes qui ont été pris en charge comme il faut, et puis derrière il y a eu des interventions au niveau de la protection civile et les Français n'ont pas utilisé des pelles et des branchages pour éteindre le feu. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en Algérie que les autorités, que le président puisse mettre ça en place alors qu'on sait, avant
avant de vous libérer, encore 2 minutes avec vous, mais on sait que pendant 1 an et demi de Covid, rien n'a été préparé. Et on a vu des Algériens porter des bouteilles d'oxygène qui datent d'il y a 50 ans, toutes rouillées. Est-ce que ce système, notamment d'anticipation pour les feux, est-ce que c'est possible et pourquoi l'Algérie ne l'a pas fait Alors je sais que vous êtes technicien, vous n'aimez pas trop parler politique, mais pourquoi l'autorité politique, l'État ne l'a pas fait? C'est à l'État de gérer, de mettre ces choses en place. C'est un échec lamentable, je suis désolé de le dire, c'est un échec lamentable. On aurait dû associer d'abord les paysans, ceux qui habitent à proximité, interdire les constructions à l'intérieur des bosquets, interdire l'érection de cités urbaines à l'intérieur des forêts, ou alors prendre des précautions. Il y a des haies qu'on peut élever, il suffit de planter des figues de barbarie tout autour pour se protéger. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui font la vie de tous les jours. L'absence de l'État depuis 2001 ou 2002, depuis les événements de Kabylie, en Kabylie a fait que on est rentré dans un désordre général, et ce désordre général, malheureusement, on le paye avec 160 victimes, et on le paye avec aussi un nombre considérable d'écoles, une forêt, toute une culture, toute une agriculture qui a complètement disparu, qu'il va falloir reconstruire, c'est énorme. Et si je le dis maintenant, c'est pour qu'on n'aille pas se laisser prendre par l'achat de Canadair ou l'achat d'avions. C'est pas ça, il faut reconstruire, et reconstruire sérieusement, et reconstruire dans une vision durable. Il faut que chacun prenne sa responsabilité, et l'État d'un côté et la population de l'autre. Aziz Moatz, merci d'avoir été avec nous. Vous parliez effectivement de tous ces disparus pendant ces incendies, mais il faut savoir que depuis des années, malheureusement en Algérie, à chaque fois qu'il y a une tragédie, une catastrophe naturelle, le peuple est livré à lui-même, universitaire, auteur, journaliste. Aziz Moatz, merci d'avoir accepté notre invitation, car on connaît votre franc-parler et puis vous dites les choses, et c'est ça aussi, c'est important, le débat, parfois contradictoire, et c'est important aussi de vous entendre et d'avoir, c'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer d'apporter des éléments. Saïd Aknin, Mohamed Ben Aïssa sur le plateau, bienvenue une nouvelle fois. Bon, bien sûr, vous pouvez réagir sur ce que vous venez d'entendre, mais peut-être dans un premier temps, puis on ne s'est pas vu depuis. L'Algérie, maintenant, depuis quelques semaines, vit des moments très douloureux, la Covid, dont on parle peu, mais qui sévit encore, je le rappelle, avec beaucoup de manque de moyens. Et puis, depuis quelques jours, ces incendies où le peuple, qu'on le veuille ou non, a été livré à lui-même. Bonsoir encore une fois, merci pour l'invitation. Vraiment, notre valeureux peuple vit en ce moment une période très difficile. On a tous suivi la Covid, ce qu'elle a fait en Algérie. Vraiment, le peuple vivait des situations inimaginables. On a tous de la famille là-bas. On a vu que maintenant, on est devenu un petit peu, vraiment, on est revenu 100 ans en arrière, où le peuple, chacun, a réadopté la règle de chacun pour soi. Chacun cherche une bouteille d'oxygène pour protéger les siens. Et puis, cette vague de chaleur, ces feux de forêt qui ont ravagé toute l'Algérie. On vit très loin, mais nos cœurs, nos pensées sont vraiment scotchés sur ce qui se passe en Algérie. On souhaite que cette période de feu, là, on est vers la fin, que ça s'arrête le plus rapidement et qu'on repart sur vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment, notre peuple, en ce moment, passe par des moments les plus difficiles. On n'a jamais vécu ça. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez, de ce qui s'est passé avec l'assassinat du jeune qui est parti pour éteindre le feu. Mais tout cet été, je pense, et fait partie des pires des périodes qu'on a vécues en Algérie. Donc, nous, ici, on a une double peine parce qu'on vit à l'étranger, on ne peut pas aider. On a certainement aidé à travers pas mal de collectes. Vous avez tous suivi que la diaspora a participé amplement à envoyer des bouteilles d'oxygène, à envoyer des masques, des concentrateurs. Mais par rapport aux incendies, on s'est trouvé un petit peu, plus ou moins, démunis. On observe la télé, on écoute les informations et on souffre, nos cœurs brûlent. Mais voilà, donc en écoutant aussi l'intervention de votre précédent invité, moi je ne comprends pas cette réflexion, pourquoi l'Algérie est une exception dans la lutte face aux incendies.
Je ne vois pas comment le Maroc a des Canadair et l'Algérie n'a pas de Canadair. Je ne vois pas comment on arrive à éteindre des feux ici en quelques jours, en quelques heures, alors qu'en Algérie, les feux arrivent à avaler Oui, puis le plus important, c'est pas des villages. Le temps de les éteindre, c'est une chose primordiale pour l'environnement, ça c'est sûr, mais ce qui est important, c'est de les éteindre pour éviter de se retrouver avec des vies perdues, comme là, on bat des records. Ben, les vies, et même les vies, et tout ce qui est capital naturel, en fait, on ne peut pas sacrifier. J'ai entendu une dame, et on a vu tous des photos, la maman qui pleure devant sa bête brûlée, et une autre dame qui dit qu'on n'a jamais vécu ça, même à l'époque coloniale. Elle a dit la France ne nous a pas brûlé autant, elle n'a pas déclenché la France alors elle a utilisé le napalm, elle a utilisé des armes très lourdes, mais on n'a jamais vécu un genre de désastre en Algérie, et surtout en Kabylie, parce que tout le monde sait que cette région, c'est une région pleine d'agriculture et une culture vraiment depuis plusieurs millénaires. Donc quand on voit tous ces terres, je pense qu'on est à 25 000 hectares de brûlés, c'est énorme. Et donc je ne vois pas comment cet invité peut tenir des propos pareils. C'est encore désolant qui se disent chercheurs et journalistes. On ne peut pas lutter sans Canadair. Parce qu'il propose aussi... Et quand on dit que le peuple doit lutter tout seul, et c'est encore grave, ce qui a été aussi beaucoup critiqué, incompris, c'est qu'il propose effectivement un système, parce que dans chaque pays, il n'y avait pas autant de systèmes depuis une époque, notamment en France. Il faut savoir qu'il y a des casernes partout, il y a des points d'eau partout, que les pompiers débarquent en quelques minutes. Mais la problématique que se pose, et la vraie question que se pose le peuple algérien, c'est qu'il n'y a pas d'État pour gérer. Il n'y a pas d'État pour gérer, pour mettre ça en place, que le peuple est livré à lui-même. Saïd Aknin, une réaction? Vous savez, chacun est responsable de ce qu'il dit, il peut penser ce qu'il souhaite. Encore une fois, je salue les spectateurs, mais je pense qu'il y a des temps. Le temps actuel, c'est celui du recueillement. La dignité nous recommande non pas d'essayer de chercher des objectifs politiciens ou des objectifs autres que ceux, aujourd'hui, de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette multitude de tragédies. Cette multitude de tragédies, en effet, cette idée consistant à parler de Canadair n'est pas nouvelle. Mustafa Al-Habiri, qui est actuellement sénateur dans le tiers présidentiel, qui était à la tête de la protection civile pendant 17 ans, avait dit qu'il n'y a aucune utilité des Canadair. C'est exact. Oui. Faudrait-il penser la sécurité humaine en termes de rentabilité économique? Faudrait-il penser la sécurité humaine en termes de nombre d'heures de vol et en termes, si tel est le cas? Puis la colère, vous gardez la parole, la colère aussi des Algériens, mais pas que, hein, même dans certaines presses on en parlait, c'est pourquoi que le président a attendu 3 jours avant de dire oui à l'aide française, mais il y a eu le Maroc avant, la Tunisie, je crois. C'est ça aussi qui a été difficile dans l'âme des Algériens, c'est pourquoi... J'invite celui qui vient juste de parler de lire sur le débat qu'il y a eu en 2012 en Corse sur l'importance d'acheter des Canadair ou pas. Je l'invite et ils ont fini par en acheter 3. Maintenant, effectivement, moi je ne suis pas spécialiste. Si tout un chacun fait son métier, les vaches seront bien gardées. Mon rôle de citoyen aujourd'hui, c'est de demander une enquête libre, transparente. Et d'ici, je lance un appel aux citoyennes et aux citoyens de garder des échantillons de terre, de garder des échantillons d'arbres et de les remettre au laboratoire pour qu'on puisse savoir quels sont les matériaux utilisés pour qu'il y ait une telle intensité de feu. Est-ce naturel, comme le disent certains, ou pas?
Le deuxième élément, quand on dit que depuis un certain temps, dans une certaine région du pays, il n'y a pas d'État. L'anti-État a commencé quand il y a eu un coup d'État contre le GPRA, contre Mnus Ben Khda et le GPRA. Et là, justement, l'État existait quand Bouteflika avait dit des citoyennes et des citoyens de région de Kabylie sont des nains. L'État existait quand Zerhouni avait dit de Germah Massinissa est un voyou. L'État existait quand on a vu ces images à la télévision d'une région quand il y a eu la marche du 14 juin et qu'on les a et qu'il y avait des citoyennes et des citoyens pacifiques et on avait libéré des détenus et on les a utilisés contre les citoyens parce qu'ils refusaient le dictat d'un régime. L'État existait quand il y a cette réunion de Mostaganem qui avait théorisé, et là j'aurais eu la même attitude. Si demain on me dit dans un espace bien déterminé, il y aurait 0 arabe, ou il y aurait 0 chrétien, ou 0 musulman, ou 0 athée, j'aurais la même attitude qu'aujourd'hui que ceux qui y avaient tenu cette réunion sous le sceau de 0 Kabyle. L'État existait quand on utilisait l'organe de propagande de la chaîne de propagande pour dire zouave, pour que le NTV parle de zouave, pour que Gaïd Salah parle de zouave, pour qu'on stigmatise une région tout entière. Donc arrêtons aujourd'hui, arrêtons de stigmatiser. Il y a beaucoup de tragédies. On ne va pas rajouter à la tragédie de leur propre. D'abord, vérité et justice. Une commission d'enquête sur ceux qui ont allumé le feu. La deuxième des choses, vérité et justice. Une commission d'enquête sur cet assassinat dont tout porte à croire que ce n'est l'une des plus grosses manipulation de l'histoire, la plus sophistiquée, allons jusqu'à faire de la foule l'instrument de la mort. Donc, arrêtons quant à notre peuple. On ne peut pas désunir un peuple uni par son histoire. Un peuple uni s'il n'y avait pas la fitna entre les Algériennes et les Algériens, parce qu'il y a l'âme d'Abn Ramadan et l'âme d'Ali Lapointe qui veillait sur l'Algérie. Mais pas que. Il y a aussi l'âme de Mohamed Boudiaf qui est de Msila. Il y a aussi l'âme de Mourad Didouche d'Alger Centre, de la capitale. Il y a aussi l'âme de Mustafa Ben Boulaïd de Betna. Il y a aussi l'âme de Rabh Bitat de Qsentina. Il y a aussi l'âme de l'Arabi ibn Mehidi de Bouaqi. Il y a aussi l'âme de Karim Belkacem de Tizi Ouzou. Il y a aussi l'âme de tous les chouhada qui veillent sur l'Algérie. Et cette âme, on l'a bien vu, de ce jeune qui est venu de Ouedsouf, Kérim, et de celui qui est venu de Khmis Miliana, et de toutes ces caravanes de solidarité qui sont venues de tout le territoire national pour faire corps, pour faire une belle rime qui veut faire jaillir la vie. On a tout le temps ce soir. Merci Saïd Aknin, toujours avec autant d'émotion. Et puis c'est aussi l'âme du papa de Jamel Ben Smaïn. On le répétera jamais assez. Il a dit clairement, il a eu une attitude digne. Nous ne voulons pas la fitna, les Kabyles sont nos frères, a-t-il dit. J'ai perdu un fils et j'ai gagné une wilaya. La mort de mon fils rassemblera les Algériens. Je voudrais qu'on revienne ensemble, bien sûr, sur vous pouvez réagir aussi sur ce qu'a dit Saïd Aknin et puis aussi sur ce que vous souhaitez. Mais je voudrais aussi qu'on revienne maintenant sur cette affaire. Jamel, donc mercredi dernier, Jamel Ben Smaïn, paix à son âme, est assassiné, lynché et brûlé. Encore une fois, on condamne ces actes sans nom. Il est arrêté. La foule
arrive à l'extirper et comme a dit son père, donc il perdra la vie devant le commissariat. Il y a des questions qui se posent. Vous pouvez avoir une réaction sur ce moment douloureux. Et puis rapidement, rapidement des suspects, 61 au total, rapidement devant les caméras, les avocats en sont indignés sur la présomption d'innocence, sur notamment le secret de l'enquête. Et puis tout le monde se pose la question aussi, pourquoi aussi rapidement? Alors peut-être que les autorités politiques, la DGSN a des preuves, aussi rapidement, c'est possible, mais aussi rapidement, en tout cas, voilà, c'est clair, ça a été dit encore une fois hier, je vous le disais tout à l'heure, au Conseil de sécurité, aujourd'hui est impliqué donc notamment le MAC. C'est quoi c'est une réelle enquête, ce sont des preuves, ou c'est un échappatoire, c'est de la dissuasion pour peut-être éviter que les autorités s'occupent de la vie des Algériens et notamment des échéances qui arrivent. C'est quoi? C'est créer peut-être des craintes, ou est-ce qu'il y a eu réellement une enquête et puis le MAC, encore une fois. Alors je vous donne la parole après, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui les Algériens n'y croient plus aussi, parce qu'il faut savoir qu'au mois de mars, il y a eu l'affaire d'Ahdoh. On a appris pris donc, il y avait un jeune qui a répondu aux questions encore une fois devant les caméras et qui avait dit donc oui, je fais partie je vais vite un peu du MAC et je tente aussi, il était accusé notamment de tenter à l'unité nationale, notamment en utilisant des armes à feu. Mohamed Ben Issa. En fait, depuis le 22 février 2019, le peuple a échappé complètement à cette junte militaire, à ces gourous, à cette boîte noire, par une intelligence collective qui fait d'un simple réflexe. Le peuple a une mémoire très profonde. Il sait que la violence n'amène à rien. Donc il a été dans Selmia la pacification des conflits politiques. Il a basé ce soubassement qui était embêtant, ça ne bouge pas. Nous, on veut résoudre nos conflits politiques avec ceux qui nous gèrent depuis l'indépendance dans la pacificité, dans Selmia. Donc ce pouvoir n'a pas pu maîtriser ce peuple-là. On a vu plusieurs scénarios, plusieurs tentatives, jusqu'au moment où vraiment il a dit on va revenir aux anciennes méthodes. On a vu accuser Rachad, accuser le MAC par le terrorisme. Ça n'a pas commencé hier. Ça a été déjà fait la veille des élections, le mois de mai. Le mois de mai 2021, c'est là où on a entendu que le MAC et Rachad ont été désignés, notons encore par ce Haut Conseil de sécurité comme organisation terroriste. Tout le monde se pose la question et tout le monde le sait que ce Haut Conseil de sécurité n'est pas un organe décisif qui doit ni législatif ni d'ordre exécutif. Donc c'est un organe consultatif. Malgré ça, on voit des décisions si importantes décidées dans cet organe. Donc un organe qui un conseil de ministres bis. C'est ce qu'on appelle l'application de l'article 4, l'alinéa 4 de l'article 30 de la Constitution, où l'armée maintenant intervient d'une manière officielle dans la gestion des affaires politiques. Donc on a vu que cet article qui a été rajouté dans la dernière réforme, qui est passé sous silence, on n'en parlait pas beaucoup, nous on a essayé de parler ici souvent, que l'armée intervient dans la gestion, je ne sais pas comment ils l'ont rédigé, les affaires, les intérêts vitaux de l'État. Donc l'armée, à travers ce conseil, décide qui est terroriste, qui n'est pas terroriste, sans passer par une enquête. On l'a vu aussi en parlant de cette tragédie. Je vais dire un mot par rapport à cette tragédie, mais ça a été encore bâclé d'une manière catastrophique, alors que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, on sort avec une décision aussi surprenante que celui qui a tué cette personne, celui qui a allumé tous ces feux qu'ils ont causé, on est à 80 victimes, avec des milliers d'hectares, 100 victimes, avec des centaines, des milliers d'hectares, c'est ces deux organisations qui sont à l'étranger et un pays à l'étranger. Donc l'État est pour rien, tout va bien, c'est pas nous, c'est toujours la main étrangère. Donc regardez dans quelle situation ce système nous plonge encore une fois. Donc revenons à cette, pour moi, la mort de Jamal Ben Smaïn, paix à son âme, est un attentat politique. Est un grave attentat politique qui est équivalent à un attentat du 11 septembre à l'échelle géopolitique et internationale. Cet attentat nous rappelle la décennie noire, nous rappelle les assassinats importants de Boudief, de Qasdi Mirbah, des hommes politiques. Donc c'est un attentat pour casser tout cet élan politique, d'incriminer toute une région, tout
tout le monde le sait, après l'arrêt des marches, la seule région qui est restée, qui tient le flambeau des marches, c'était la Kabylie, on va dire quelques wilayas en Kabylie, pas toute la Kabylie. Donc cette Kabylie qui est restée toujours militante, toujours droit dans ses bottes. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gens-là? On ne peut pas les laisser continuer à tenir alors que le reste des villes, on a réussi à l'Oranie, à l'Est, un petit peu dans d'autres régions. Pourquoi, effectivement, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi la Kabylie? Alors, vous parliez du terme de zouave tout à l'heure. Il y a aussi les personnes qui ont porté le drapeau amazigh qui ont été aussi arrêtées et condamnées, alors que le drapeau amazigh, je le rappelle, ce n'est pas qu'en Algérie. Pourquoi cette région qui a toujours été rebelle, elle est encore une fois stigmatisée? C'est pourquoi? Pour la dompter, pour créer de la division, pour qu'alors... En fait, ce pouvoir gère tout le temps avec la division, on ne peut pas gérer autrement. Donc tout le temps, il faut créer un ennemi de l'intérieur. Cet ennemi de l'intérieur, pour l'instant, dans les années 90, c'était les islamistes. Actuellement, c'est ce qu'on a entendu avec Gaïd Salah, les franco-berbéristes, les Kabyles qui veulent. Donc tout a été orchestré depuis un certain moment. Et il y a tout un travail, les Doubeb, toutes ces régions profondes, tout ce peuple qui écoute malheureusement quelques chaînes nationales, qui ne connaît pas. On a vu ces réflexes réagir avec l'assassinat de notre frère Jamel, mais la réalité, elle est là. Donc ce pouvoir veut absolument ne plonger dans la violence, une violence plus ou moins maîtrisée. Il ne veut pas que ça part en vrille parce qu'il le sait très bien que ce n'est pas pour l'intérêt de cette caste que l'Algérie redevient la Syrie. Donc il veut toujours gérer avec une violence maîtrisée. Donc il voulait casser cet élan et entacher toute cette région pour dire qu'on a entendu c'est les Kabyles qui l'ont tué. Donc malgré que, il faut dire aussi une vérité entre nous, on peut le dire, qu'on était tous choqués, tous sans exception, de cette tragédie, de cet acte de terrorisme, et qu'on a vu que beaucoup de citoyens de ce village ont été drainés, menés, manipulés, en voyant un corps brûlé et qui n'agissent pas. Ils étaient, je pense qu'ils n'attendaient pas ce genre de choses. Personne n'imaginait que ce genre de choses pouvait arriver. Et la préparation, n'oublie pas toute la préparation psychologique, que ces feux de forêt ont été causés par un acte criminel. Donc, ils ont tout préparé la foule à rentrer dans une psychose de foule. Tu vois, la foule n'a pas de raison. Tout le monde sait qu'une foule n'a pas de raison. Mais il y a des vraies questions à se poser. Comment peut-on accepter que n'importe quel citoyen, tout à l'heure parlait Saïd d'un chrétien, je ne sais pas, il y a des chrétiens dans cette ville. Imagine demain, je ne sais pas quel conflit peut naître. Il est où notre humanisme, notre dignité? Restons toujours vigilants par rapport à ces idées qui sont très dangereuses, mais la manœuvre politique, elle est derrière. Moi, je me pose toujours la question des spécialistes qui posent, quand on ne trouve pas les fils, à qui profite le crime? À qui profite ce crime-là? Tout simplement à les ennemis de l'Algérie unie, à les ennemis de l'Irak, à les ennemis de cette union populaire. Et tu parlais tout à l'heure des caravanes, de cette mobilisation, de cette solidarité énorme qui tape fort l'idée ou le travail de plusieurs années de cette Issaba de séparer les régions, séparer et stigmatiser la Kabylie. On a vu des gens, le défunt Meskin et d'autres qui sont venus de l'Algérie profonde, du désert jusqu'au nord, jusqu'au Kabylie pour sauver leurs confrères. Donc toute cette conjoncture a dérangé fortement. Cet assassinat s'inscrit, pour moi, je dirais que c'est un assassinat politique, c'est pas autre chose. La foule a été utilisée certainement. Il y a des idées... Il y a du radicalisme, oui, qui se développe en Algérie, mais malheureusement, pourquoi? Parce que tout est fait pour pousser les gens vers l'extrême. Quand tu vois ton papa meurt parce qu'il n'a pas de bouteille d'oxygène, quand tu vois des milliers d'hectares brûlés, je pense, nous tous, on sort un petit peu du raisonnement habituel. Saïd Akni, sur cet assassinat, question intéressante, effectivement, je la posais indirectement. À qui profite notamment ce crime, cet assassinat? Y a-t-il orchestration derrière? Et puis encore une fois, aussi rapidement, donc, on arrive à déterminer, à donner un verdict et puis à dire aux Algériens, on a trouvé, notamment c'est le MAC. Vous savez, il y a d'abord une scène. Cette scène
ressemble à une scène de cannibalisme. La condamnation de tout acte barbare dans la société doit être fait sans complaisance. Sans complaisance. Ça de un. La deuxième des choses, il y a un contexte. Ce contexte a commencé depuis maintenant des années à faire du spectacle une certaine forme de données ou une variable politique. Depuis des années, il y a un certain nombre de crimes. Je l'avais dit la dernière émission, à partir du moment où on n'aura pas la vérité et la justice sur les assassins de Matoub, de Qasdi Merbah, de Hchani, de Boudief, des 200 000 morts, des 20 000 disparus, des 128 en 2001 de Kabylie, de 174 ou 132, excusez-moi, en 2012 en Mzab, ce système continuera à se servir d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de tares de la société pour pouvoir construire. Tout à l'heure, je discutais avec un ami, il me disait la mort intelligente de l'Algérie. C'est-à-dire, il y a une certaine intelligence dans la diablerie de ce système avec laquelle il construira la mort de l'Algérie. Ne revenons pas très loin. Bien avant les feux qui ont ravagé les Aurès, c'était à la veille du 5 juillet, et ça coïncidait avec les nouvelles nominations dans le commandement militaire. Et puis la fête nationale. C'est plus ce qui les intéresse. Ils n'ont pas de fête nationale. Ils ont des fêtes pour diviser, répartir les richesses nationales, mais ils n'ont pas de fête nationale. D'autant plus que leur patriotisme se voit dans les résultats, à savoir sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan social, sur tous les plans. Ce que je vais dire n'occulte en rien les questionnements que nous devons avoir sur les raisons sociologiques, anthropologiques, historiques de la violence dans la société et du système qui a nourri une certaine forme de clochardisation de la société. Comment se fait-il que des voyous, c'est des choses vécues, avaient le numéro de Saïd Bouteflika? Comment se fait-il que des voyous, et ça, ce que je dis, tout le monde le sait, avaient le numéro des enfants de Gaïd? Comment se fait-il que des voyous avaient le numéro de téléphone d'Ouihia? Et que c'est des choses que nous avons vécues. Comment se fait-il que dans tous les quartiers, il y a des cahiers qui font la loi et qui ont des ramifications parfois dans les services de sécurité? Il y a aussi une certaine violence qui existe dans la société et nous devons poser les mots sur les mots. MOTS sur MAUX. Il suffit que tu ne laisses pas passer quelqu'un en route, hein, ajoutant à cela ce genre d'actes dans les marchés. Dans les marchés, ce genre d'actes, il suffit que quelqu'un vole quelque chose, qu'on l'intercepte et qu'on le ramène et que tout le monde le frappe jusqu'à ce qu'il décède. Mais ça, tout le monde le connaît, mais personne n'en parle. Jusqu'à quand on va taire un certain nombre de choses qui se passent au lieu de poser d'une façon sereine des mots sur des mots pour en sortir définitivement et pour guérir définitivement de la loi de la jungle et de la loi des plus forts avec la permissivité de ceux qui sont censés avoir le monopole de la violence légitime. Alors on terminera. Si réellement le monopole de la violence légitime existait, comment se fait-il qu'on intercepte un jeune qui, selon le communiqué du procureur de la République, c'est lui-même qui s'est rendu et qui a demandé protection, et qu'on le livre pour lynchage à une foule? C'est pour cette raison qu'il faut contextualiser. Le contexte où, à la fois, ces feux, dont, encore une fois, il faut qu'il y ait une commission d'enquête. Mais vous y croyez? C'est un mot que vous employez. Je connais peut-être votre réponse, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut croire aujourd'hui
en Algérie, il y a une vraie commission d'enquête avec tous les drames et les disparus que vous avez évoqués. Où est Mahatou Blounès, où est Boudiaf, enfin vous en connaissez. Est-ce qu'on peut croire à une réelle commission d'enquête, sachant que sur un drame comme celui-là, aussi rapidement, l'enquête elle a été bouclée, c'est terminé. Alors soit... Je crois que chez Aben, vous connaissez une partie de moi, mais pas l'autre. Je ne connais pas toute vous, en tout cas, cette partie heureusement. qui énonce, mais ce n'est pas cette partie qui lutte, et ce depuis mon très jeune âge, et qui a dénoncé à la fois toutes les commissions d'enquête et tout foire de ce système. Moi, je parle bien d'une commission d'enquête du peuple autonome. Nous avons des cadres à tous les niveaux, nous avons des responsables à tous les niveaux, il y a des laboratoires, il y a des juristes, il y a, et ça pourrait éventuellement se faire dans un cadre apaisé et dans un cadre bien déterminé. Je reviens au contexte. Le contexte est d'abord celui du discours de Tebboune. Mais n'hésitez pas aussi à vous interpeller. D'abord le discours de Tebboune. Et le jour même où il y a eu les feux, c'est le jour où une vidéo a été mise dans les réseaux sociaux. C'est une vidéo dont un des acteurs de Ferqat el-Maut du DRS, qui est assassiné dans les années 90, a fait une révélation sur des hauts responsables aujourd'hui des services de renseignement algériens qui sont en fonction. C'est le jour même. N'est-elle pas une réponse? Les feux n'ont pas un lien pour pouvoir créer une diversion afin qu'on n'ait pas une vérité sur Ferqat el-Maut? Le deuxième élément aussi, c'est une décision de Tebboune le dimanche sur le bradage des richesses nationales et l'ouverture des capitaux des sociétés publiques et des banques privées, sachant que le plus grand bradage des sociétés au pays a été fait dans les années 90 sous couvert du terrorisme. Entre guillemets, il y a ce qui existe, il y a ce qui n'y est pas. Je voudrais... il y a aussi, et rapidement, on a encore le temps, Gouesmia, qui est responsable de la gendarmerie, qui est enlevé. Ils ont nommé Oul Hadj. Pour cette raison qu'on dit, est-ce que cette lutte clanique, au sommet, à chaque fois que, au niveau du sommet, ils s'enrhument, le peuple tous. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'un clan? Et nous renvoyons les clans dos à dos. Dos à dos. Mohamed Ben Aïssa, vous pouvez bien sûr aussi réagir là-dessus. Mais peut-être dans le fond, aujourd'hui, les autorités politiques, le chef de l'État, par exemple aussi, je parlais de l'ANP tout à l'heure, voilà ce que dit Ibrahim Bourali, président de la PN, pardon. Il a salué les mesures prises par le président de la République, je cite, Abdelmadjid Tebboune, pour traiter les répercussions humaines et économiques de ces incendies, notamment l'installation d'une commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt. Donc il salue vraiment ici les mesures prises par le chef de l'État. Encore une fois, réellement, y a-t-il eu des actions? En tout cas, il y a des annonces qui sont faites. Et puis dans le fond, j'aimerais vraiment vous entendre, lorsqu'à chaque fois, effectivement, il y a des enquêtes qui sont menées rapidement, il y a des coupables. Il y a des coupables qui sont en lien avec Rachad. Le Maroc est réellement attaqué aussi, puisque notamment les actes, je cite aussi aux téléspectateurs, c'est important parce que vous n'avez peut-être pas tous accès au bilan du Haut Conseil de sécurité, mais l'APS, le site internet de la presse algérienne, est officiel, vous pouvez y aller, il est ouvert. Voilà ce que dit aussi le Haut Comité de sécurité d'hier. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest. Donc là, apparemment, les frontières seront totalement fermées. Quand on a entendu tout ça, aujourd'hui, les autorités politiques, le chef de l'État, le président, comme vous voulez l'appeler, c'est quoi son objectif? C'est vraiment de dire au peuple, voilà, on se concentre vraiment là-dessus, sur cette enquête, attention au MAC, attention à Rachad, attention au Maroc. C'est aussi peut-être de ne plus se préoccuper de cette rentrée scolaire. Les Algériens, il y a une crise sociale aujourd'hui, les Algériens ont du mal à manger, ont du mal à vivre, il y a la rentrée scolaire, il y a la Covid, et je rappelle aussi aux téléspectateurs, et puis après vous avez la parole,
Il faut savoir que notamment l'Algérie a été classée dans la liste rouge avec le Maroc, puisqu'ils sont confrontés à une flambée de contamination depuis plusieurs semaines. Donc les personnes qui partent de l'Algérie notamment pour arriver en France devront notamment passer par un certain nombre de conditions et d'examens. Abdelmajid Tebboune, en réglant toutes ces affaires de cette manière, c'est vraiment réellement réglé, ou est-ce que c'est justement pour un échappatoire, pour tenter de dissuader, pour ne plus s'occuper réellement des Algériens qui sont en train de vivre une crise sociale qui dépasse toute limite? Je pense qu'il faut rappeler à l'évidence la nature de ce système. Donc le système algérien ne veut jamais, absolument, en aucun cas, résoudre les crises par lesquelles le peuple algérien passe. Pourquoi? Par simple raison, c'est que ce système, depuis l'indépendance, gère par la crise, gère par les conflits. Donc c'est des buts pour lui, c'est de la diversion, c'est des déjoncteurs pour lui. Donc ce n'est pas dans l'agenda de Tebboune qui ne gère rien. Tout le monde le sait, qui ne gère rien, qui n'a même pas été dans une wilaya pour rencontrer le peuple, que ses ministres n'ont pas pu, rappelons à Khenchela comme ils ont été chassés, n'ont pas pu se rendre dans des visites locales. Donc ce pouvoir n'a aucunement l'intention de résoudre le problème. Les problèmes par lesquels le peuple algérien est en train de vivre. Rappelons aussi que nous, on est loin, mais quand on parle avec nos confrères qui vivent, et nos compatriotes qui vivent sur place, ils vivent des moments, un été, une période qu'on n'a jamais vécue. Actuellement, il fait chaud en Algérie. Actuellement, c'est l'été. Le peuple algérien a la Covid, n'a pas d'oxygène, a les feux de forêt, un climat irrespirable et pas de plage. Rappelons que les plages sont fermées, un couvre-feu à 8 heures. On est passé par le manque de liquidité, la cherté des légumes et des aliments de base, la semoule, tout les crises par lesquelles le peuple algérien est passé. Est-ce que ça a été résolu? Est-ce qu'on a résolu le problème de la liquidité? Est-ce qu'on a résolu le problème de l'huile? Est-ce qu'on a résolu le problème de la Covid, alors que tout le monde le sait que tous les pays ont commencé à vacciner, à prendre des mesures. Qu'est-ce qu'on a fait en Algérie depuis 2 ans? Rien, walou. Donc jusqu'au moment où la 4e vague arrive, tout le monde sait que le peuple algérien s'est lâché depuis presque 1 an. Il n'y a plus on a vu même les officiels sans masque, sans aucune mesure. Donc moi je pense que avec les feux de forêt, qu'ils étaient accidentels ou criminels, moi je pense que vu tout ce qu'on entend comme information et la lutte qui existe là-haut, et que ça a été avoué même par les hautes autorités que c'est criminel, je pense que ça rappelle ce qu'a dit Saïd, que oui, ça a fait partie d'une lutte de clans qu'on a déjà vécue, et on a repris un des pages du livre de Habib Soueidia qui parle de la sale guerre, où des généraux, en l'occurrence Chingriha et d'autres, dans les années 90, disaient clairement qu'il fallait allumer les feux dans telle région ou dans tel coin. Donc c'est une pratique courante de cette junte militaire. Donc à travers les feux de forêt, on a essayé un petit peu de couvrir la gestion désastreuse de la Covid, le manque catastrophique de l'oxygène, alors que l'Algérie est un pays producteur. À travers cet assassinat politique, on a essayé aussi de faire une diversion par rapport à la gestion des feux de forêt, hein, et la situation catastrophique que vit l'Algérie. Donc on gère l'Algérie par des crises, une crise qui va cacher une autre crise, et rappelons aussi l'agenda politique de cette junte politique, que bientôt ils ont annoncé, alors que le peuple vit dans ces situations catastrophiques, ils annoncent des élections. Au mois de juin dernier, ils ont organisé des élections alors que on vivait aussi également une conjoncture très difficile, la Covid, la crise économique, le manque de liquidité. Donc il s'en fiche complètement, il veut réorganiser sa façade politique, ses instruments avec lesquels il montre à l'étranger beaucoup plus, pas au peuple algérien, que l'Algérie est sortie de l'œil du cyclone, le Hirak est fini, vous avez vu en Kabylie, vous avez vu ce peuple-là, c'est un peuple sauvage, il ne mérite pas la démocratie, il ne mérite pas, tout ce que vous avez entendu pendant 2 ans, c'était juste une parenthèse, le civisme, le khawa-khawa, la fraternité, vous avez vu que chacun est pour soi, chacun cherche une bouteille d'oxygène pour ses parents, ils sont prêts même à arrêter, à barricader une autoroute
pour détourner un camion d'oxygène. Donc ces peuples, ce n'est pas un peuple civilisé qui ne mérite pas la démocratie. Donc en gros, c'est la conclusion vers laquelle cette casse veut nous amener. Ben Aïssa, après vous réagirez là-dessus et j'aimerais qu'on termine sur la dernière partie maintenant sur les perspectives. Comment essayer qu'est-ce qu'on peut aussi proposer pour que le peuple algérien, tant bien que mal, on n'a pas de baguette magique, mais évite de revivre ces moments. Est-ce que vous pensez que les Algériens aujourd'hui ont réellement affaire à se préoccuper, ont une réelle crainte de Rachad ou du MAC? Ce sont des mouvements politiques, hein, on y adhère, on n'y adhère pas, mais est-ce que réellement le peuple algérien, il faut savoir notamment que le MAC, par exemple, avant l'affaire Dahdour, au niveau des médias algériens, etc., on en parlait peu, même à l'international. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une crainte de ces mouvements qui sont notamment utilisés pour peut-être, comme vous l'avez répondu, orchestrer certaines affaires en Algérie? Moi déjà, je ne mets pas Rachad et MAC au même niveau, même que le système veut à tout prix. Là, je vous parle vraiment de mouvements politiques. Justement, le but, c'est vraiment pas d'évoquer intérieurement leur contenu politique. Hein. Déjà, voilà, je tiens à préciser ça, que le MAC et Rachad, c'est deux choses différentes, que le pouvoir essaye de nous enfumer avec ça, mais que le peuple algérien, déjà, comme tu viens de le dire, ces organisations ont peu de présence locale et sur place là-bas, très peu de militants du MAC et très peu de militants de Rachad, tout le monde le sait. Elles sont visées par le système depuis longtemps. Et du coup, ils s'en fichent complètement, le peuple algérien, de ces organisations. Donc, il vit dans un autre monde. Il vit dans un autre monde. Le peuple algérien, actuellement, quand vous appelez, ils vont vous dire que voilà, on a un problème, une crise économique, on a un problème d'oxygène. Ils nous disent tous les jours, moi je viens d'appeler la famille, ils me disent, voilà, l'ange de la mort, il passe au-dessus de nos têtes tous les jours. À chaque fois, on entend, ah, tel est mort, telle personne est morte. Donc le peuple algérien, il vit confiné à 8 heures de soir, rentré chez soi, dans un été où il fait 35 à 40 degrés. Les plages, alors que toutes les plages, on a vu en France, ailleurs, en Espagne, en Tunisie, en Maroc, les plages sont ouvertes, alors qu'en Algérie, on punit ce peuple-là, au moins avec cette petite échappatoire pour les enfants et pour la famille. Non, vous n'allez pas à la plage. Donc le peuple vit très très difficilement cet été, et on lui rajoute encore avec ce qui se passe avec l'assassinat et avec tout ça. Donc, mais le peuple va s'en sortir. Moi, je suis sûr et certain que ce peuple va s'en sortir. Saïd Aknin, même réaction un peu à chaque fois, effectivement, c'est arrivé dernièrement, hein, en mars dernier, ça arrive là, et que c'était en tout cas dans cette affaire où Rachad est présent, le MAC est présent. En quoi c'est utile? Savez, tout le monde sait que je n'ai aucune acquaintance, ni avec l'une, ni avec l'autre. Simplement, le système, il faut qu'il nous présente à chaque fois un boulourou. Dans quel objectif? Maintenant, c'est pour éradiquer tout esprit de citoyenneté démocratique et de changement du système. C'est pour cette raison que nous retrouvons dans le même communiqué ce mot. Rien n'a changé. Tout a été évoqué. Éradiquer a déjà été employé. Ça, pourquoi qu'on le retrouve? On ne le retrouve pas d'une façon innocente. C'est pour dire que voici un clan, celui des éradicateurs des années 90, a pris le dessus sur l'autre. Et c'est pour cette raison que nous avons vu aussi à la télé un jeune homme parlant de Moulel Barnous, l'attribuant à Farhat, alors que dans toutes ses publications à lui, ce jeune homme, Moulel Barnous, c'est Toufiq. Il a plus de 5000 publications de Moulel Barnous, il faisait référence à Toufiq, mais ils l'ont ramené à la télé pour dire que c'est nous qui avons tout fait, et voici la preuve, et nous vous la montrons. La troisième des choses, je crois que tout ce qui a été fait, on va se mettre dans le contexte. Tebboune n'a pas été rendu visite aux malades du corona. Mais est-ce qu'il peut réellement? On sait très bien que dès qu'il y avait une sortie à Khenchla, dernièrement, je crois, d'un wali et un ministre, ils ont été rejetés. Est-ce qu'il peut, ce président, aller se prendre un bain de foule? À l'hôpital de Douira pour rendre visite la semaine dernière aux militaires qui sont... Aux militaires. Non, mais il peut ou il ne peut pas, ça c'est factuel.
Maintenant, la politique fiction, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, le système, il a été mis à nu. Il a été mis à nu par ses mensonges, ses fourberies et ses manipulations et son incapacité à gérer un pays continent. C'est-à-dire, ce système a fait de l'anti-État depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui. Par contre, il y avait un peuple de l'autre côté qui avait montré tous les signaux de construction de quelque chose et d'une solidarité transcendante qui y a subjugué le monde entier. Cette solidarité, ils ont voulu l'entraver par le communiqué de l'ambassade quand ils ont voulu centraliser pour mieux détourner les aides de la diaspora, car la diaspora, non seulement elle était un acteur de solidarité, mais il est aussi un acteur de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire qu'il informe un certain nombre de pays. Moi, personnellement, j'ai parlé avec des importateurs d'oxygénateurs, des exportateurs, des fabricants. La première question qu'on me pose, pourquoi c'est des citoyens qui viennent nous voir ? Pourquoi ce n'est pas les institutions? Moi, la question que je lui réponds, ils sont affairés à autre chose, à voler, à tricher, et surtout aussi à écrire des scénarios pour en finir avec la Silmia. Pour en finir avec notre révolution, quels sont les points forts de notre révolution? C'est la dernière partie de l'émission, justement. Vous reprenez la parole juste derrière. Il y a de l'espoir en Algérie, il y a cet élan de solidarité qui continue, parce que c'est le titre de l'émission, vous l'avez vu, le peuple est toujours uni et qui poursuit son chemin malgré toute cette sortie sur cette affaire. Et il y a de l'espoir aussi avec voilà, des jeunes mamans, des jeunes femmes, des adultes qui tentent déjà qui commencent à planter notamment des arbres, et puis certains aussi tentent tant bien que mal de s'occuper et de sauver les animaux. كلمتات وانت قبيليين كلمتات سنتاكوس كلمتات خدمام كلمتات عيونام عندنا رجلي عندنا اسير مرمولاوان عندنا اين دجان الرزوله في الرقم اين الا ندا جديد الى قصيد نحيون الى قص نخدم تموت حوت الخدمه كلمتات قبيليين ما نسموش نفوت اتصدق يسمى كاسبني سفرين Émouvante et qui donne beaucoup d'espoir. Ça, c'est récent, hein. Vous avez vu, hein, les mamans, les grands-mères, puis les enfants avec les militaires, parce que c'est ça aussi l'Algérie. Puis je rappelle toujours, hein, que le peuple voilà, a une dent, ne comprend pas ce système militaire, ses généraux, mais il a bien évidemment, il n'a aucun problème avec les militaires sur le terrain qui font un travail. D'ailleurs, il y en a 53 et on a une pensée aussi pour eux qui sont décédés dans le cadre de ces incendies. Messieurs, il est 19h46 en Algérie. On a encore 8 minutes ensemble. Comment? Alors ce sont des discussions que nous avons. Quelles sont
les propositions. Que faut-il faire demain pour ne plus se retrouver, pour que les Algériens et les Algériennes ne se retrouvent plus face à ces tragédies. Et je rappelle encore une fois que s'il y a autant de morts, si le drame est arrivé mercredi soir, c'est parce que derrière, il n'y a pas de moyens. Parce que s'il y avait des moyens, certainement, les gens ne deviendraient pas au point où ils seraient amenés à lyncher et à tuer. Bah, la seule solution que La l'Algérie révolution a actuellement, la seule échappatoire, la seule solution, c'est le rêve du Hirak en fait. Il faut se rendre à l'évidence, aucune autre solution actuelle n'est possible pour l'Algérie à part le Hirak. L'esprit du Hirak, les fondements du Hirak, la philosophie du Hirak, la khawa la silmiya et le changement radical, pas de pansement, pas de façade, pas de peinture de façade. Donc c'est la seule chose. Donc quand on parle de la gestion des affaires courantes, tout ce qui est économique, social, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est protection civile, équipement, investissement, tout ça, ça vient d'où? Éducation. Ça, ce sont des décisions politiques. C'est pas des juste, comme disait votre intervention, votre invité tout à l'heure, c'est du technique. Non, c'est pas du technique. Je suis désolé, c'est un choix politique. Et puis on parle du technique et du plan d'exécution et des projets et des moyens. Avant tout ça, c'est une décision légitime d'un gouvernement ou d'une classe politique qui est digne, qui est vraiment élue par le vrai suffrage. En parlant tout à l'heure des élections, et on parle là tout de suite des élections qui vont arriver, et encore c'est une carte que le système va jouer bientôt, va jouer en Kabylie, va jouer un petit peu partout, juste après cette tragédie. Ils vont leur dire, voilà, venez maintenant, vous avez vu que le Hirak n'amène rien du tout, vous avez vu que le Hirak est manipulé par des gourous, comme disait Saïd, par le MAC et Rachad, donc venez, mettez la main pour, voilà, ce discours-là, changer de l'intérieur, venez, prenez les villes, prenez les APC, les APUI, et changer les réalités. Alors tout le monde le sait qu'on est dans un système centralisé, que c'est le wali qui est le maître à bord dans les wilayas, et que le wali, ce n'est pas une personne choisie. On a très bien vu comment il s'est comporté avec le père du défunt. Il a poussé sa main, pousse ta main, laisse-moi apparaître devant les caméras. C'est un petit dictateur qui mène la terreur dans les wilayas. Donc ces élections locales dont le pouvoir va jouer, bientôt va commencer à en parler, ne serviront à rien du tout. Si les élections précédemment législatives n'ont servi à rien, c'est déjà Tebboune. Tout le monde le sait, pas moi, tout le monde, les instances internationales qui a été nommée. Donc si on ne pose pas la question dans la légitimité que ces militaires, les militaires, en parlant des militaires, c'est nos militaires, mais par contre, la direction de l'armée doit sortir des affaires politiques. Si on ne se pose pas ces vraies questions, on n'aura aucune solution pour l'Algérie. Il l'a dit, Mehri Rabbi Rahmou, beaucoup de politiques anciens l'ont dit, changer un pion par pion ne va pas résoudre la crise politique profonde en Algérie. Donc, revenons à l'esprit du Hirak et au principe du Hirak. Saïd Akni, vous avez 2 minutes 30. Vous savez, au-delà de ce nouveau projet historique pour l'Algérie, car le premier, à savoir construction d'une Algérie démocratique et sociale, et celui de la plateforme de la Soumam, a été trahi par une succession de coups d'État contre le peuple. Aujourd'hui, d'abord, reconstruisons la maison qui nous a nourris. Soyons solidaires pour reconstruire autant de maisons détruites. Soyons solidaires pour reconstruire autant d'écoles, plus de 80 détruites. Soyons solidaires pour reboiser autant d'oliviers, de chênes et d'autres arbres qui ont brûlé. Quant à cette construction, ces prémices sont là. Ce sont ces manifestations de solidarité transcendante, citoyenne, que nous avons vues, où des citoyens et des citoyens comme Karim, qui a perdu l'âme, a fait plus de 700 kilomètres pour venir en aide à ses frères et ses sœurs dans les hauteurs du Djurdjura. Il y a des prémices que le peuple est en train de lancer les jalons. Pour cette raison, je dis, et je suis ému, ce qui a été fait dans la place Na'ab Ben Ramadan, bien qu'il est condamnable,
mais il ne va jamais souiller le son d'Abban Ramadan. Il ne va jamais remettre en question l'objectif de la plateforme de la Soumam, celui de la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Je dis d'ici à mes frères de l'Arba'ana Thirathan, qui n'ont absolument rien à voir dans cette tragédie. Vous êtes les dignes héritiers d'Abban Ramadan. Marchez tête haute, n'ayez aucune honte. Aimons cette Algérie, aimons ces montagnes, aimons nos prochains. Et pour finir, je vais dire أين يهودن أثن فنو أين يرغان أثن الزو أورنتروزور أورنكنو. Saïd Aknin, merci d'avoir été avec nous. Les images que vous avez vues tout à l'heure, cette maman emportant un olivier qui parlait notamment d'espoir, de verdure. Et elle disait que la Kabylie a besoin d'être reconstruite et on est tous là dans l'espoir. Ahmed Abdellah et Ramzan, merci d'avoir réalisé techniquement cette émission. Saïd Aknin, militant politique, militant des droits de l'homme, merci d'avoir été avec nous. Mohamed Ben Aïssa, merci infiniment. Il y a une marche dimanche à Paris entre République et Nation, si je ne me trompe pas. Rendez-vous 13h pour ceux qui le souhaitent. Aziz Mouat, universitaire, journaliste, auteur, merci d'avoir été avec nous. Et puis Nesrine Tourki, merci d'avoir passé cette semaine à mes côtés. J'aurai normalement le plaisir de vous retrouver lundi à 18h30. Merci pour votre fidélité.